Eh ben, salut Bastien, Mais salut Ulrich. comment vas-tu? Très bien, écoute, là on est au BEF et il fait beau et l'ambiance est bonne et c'est vraiment sympa de retrouver tous les bitcoiners et de te voir toi pour la première fois au BEF là cette année, c'est vraiment cool. Ah bah, plaisir partagé, c'est vrai que c'est la première fois que je viens au BF et on est bien entouré, on a à peu près, je crois, 120 bitcoiners rassemblés Ouais. ensemble ici même et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et c'est vraiment un événement qui est génial et à tous ceux qui écoutent et qui ne l'auraient pas encore fait, faites-le parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Et alors moi, je suis content là de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est le deuxième épisode de podcast qu'on fait ensemble, hein. Je t'avais déjà invité en tant que directeur général de l'Institut national de Bitcoin pour qu'on puisse parler justement du lancement de l'Institut, les missions, les ambitions de l'Institut et quel est votre travail, qu'est-ce que Mm. vous essayez justement d'apporter pour le débat public autour de la question de Bitcoin, mais aussi du minage. Et là, du coup, je te reçois maintenant pour un tout autre sujet. Je sais que quand on avait fait l'épisode sur l'NB, on en avait parlé à la fin. C'est juste qu'après, j'avais décidé de couper ça au montage parce qu'il y avait parce qu'en fait, on avait pris un rabbit hole qui nous emmenait beaucoup trop loin et pour vraiment, par mesure de cohérence, j'avais coupé la fin. On s'était dit: «On va refaire un épisode vraiment sur ce sujet» et le sujet dont on va parler ensemble aujourd'hui, c'est le livre de Lyn Alden, Broken Money, donc qui a été traduit, en français, donc récemment, il est publié, Et il est publié là maintenant, il était en précommande ouais, depuis quelques semaines. Et là, ça y est, les gens vont pouvoir le recevoir la semaine prochaine. Là, on a la chance au BEF d'avoir les premières copies. Et là, ça y est, les gens vont pouvoir recevoir, ceux qui ont commandé vont pouvoir recevoir les leurs la semaine prochaine, il me semble. Ouais, super génial. Alors, juste en parlant de ça, parce que c'est vrai que le livre de Lyn Alden, Broken Money, c'est un bouquin qui est très, très, enfin, qui est connu, hein, franchement, dans la communauté de Bitcoiners. C'est pas forcément un bouquin qui parle plus que ça de Bitcoin, mais qui va en fait parler d'un autre sujet qui est essentiel, en fait, c'est le système actuel monétaire, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, ça parle de Bitcoin, le dernier tiers du livre. Donc, c'est un bouquin qui est en 6 parties. C'est un bouquin de 500 pages. 6 parties, 30 chapitres. Et les 4 premières parties du livre, c'est vrai que Lynn n'aborde pas le sujet de Bitcoin puisque en fait, elle aborde le sujet de la monnaie. Et la première partie s'attarde à savoir qu'est-ce que la monnaie vraiment. La deuxième partie, ensuite, on aborde la question des banques, la naissance des systèmes proto-bancaires et puis après le développement des banques. La troisième partie, c'est la grandeur et décadence des systèmes monétaires internationaux. Donc on va parler de la fin de l'État noir, on va parler de le financement de la Première Guerre mondiale, en fait avec une monnaie qui était voilà, plus adossée sur l'or. On va parler du système de Bretton Woods. Donc voilà, c'est passionnant tout ça. Et la quatrième partie va parler de l'entropie et des systèmes de monnaie fiduciaire. Et Bitcoin donc arrive à partir de la 5e partie. Alors, c'est la partie la plus conséquente du livre. Et puis la 6e partie, c'est une ouverture sur parce qu'on est à un moment de carrefour. Je pense que on est nombreux à le sentir et en tout cas, enfin, c'est ce que Lynn sent aussi. Et donc cette 6e partie aborde ce sujet. Donc voilà, sur les 500 pages, il y a 150 pages. Ouais, c'est ça et c'est vrai qu'elle décortique, de manière, vraiment admirable un peu, justement alors déjà l'histoire aussi des monnaies actuelles justement, comment elles ont émergé justement à partir des défauts que pouvait avoir, l'or, à la fin du 19e justement à l'ère des nouvelles télécommunications et justement le problème qu'il y avait entre la phase de transaction et de settlement en fait de la transaction. Il y a toute cette idée justement qui explique, justement pourquoi est-ce qu'on est passé à un système de monnaie papier et du coup à un système de monnaie scripturale, aujourd'hui et du coup, tous les problèmes que ça va causer, quoi. Par exemple, si on plonge un peu on fait un petit peu d'histoire, Vas-y, oui, Ouais, oui. vas-y, toi, tu connais bien mieux le bouquin que moi, du coup, alors comment est-ce qu'elle va analyser justement cette phase qui est vraiment charnière, je pense, dans l'histoire monétaire, hein, selon elle? C'est justement cette phase, fin 19e, début 20e, comment est-ce qu'on va quitter un étalon dur pour Ouais, alors un ça étalon fiat? c'est quelque chose qu'elle parle donc à la fin de la deuxième partie. Parce que là, juste faut dire que donc le livre, c'est donc le thème central du livre, c'est la monnaie mais surtout c'est la monnaie analysée du prisme technologique. Donc elle s'intéresse de la technologie. Il y a quelque chose d'assez fort qu'elle dit que je trouve qui est vrai, qu'on retrouve, c'est que le politique a une influence. Voilà, a une influence des fois, en tout cas c'est une influence locale et éphémère, bien souvent, tandis que la technologie,
en tant que telles et des ruptures technologiques, des nouvelles inventions technologiques vont, elles, avoir une influence vraiment globale et durable. Et c'est pour ça qu'elle décide d'analyser la monnaie sous cet angle. Alors pour revenir sur la question que tu posais, parce que tu vois, donc toute la première partie, en fait, elle analyse comment est-ce qu'on est arrivé en fait à un système où l'or était la monnaie reconnue par tous. Et ça, c'est des itérations sur des milliers d'années. Et donc la première partie, ça vraiment s'attache à expliquer ça en fait et va expliquer ces deux grandes théories qu'on a pour il y a différentes écoles de pensée économique, mais tu peux les regrouper en fait en deux grandes écoles quelque part. Quand on parle de la monnaie, il y a les tenants de la théorie de la monnaie marchandise et ceux de la théorie de la monnaie crédit. Et elle, Lynn, donc développe ça, voit où sont les limites de chacune de ces théories selon elle, et les réconcilie dans sa propre théorie. En fait, donc il y a le chapitre 4 où elle parle de la fin de la première partie, où elle développe sa théorie pour réunifier un peu en fait les tenants de la théorie de la monnaie crédit et les tenants de la théorie de la monnaie marchandise, qu'elle réunifie au sein d'une nouvelle théorie, puisqu'elle parle de la théorie de la monnaie registre, comme quoi la monnaie est un registre en fait, simplement c'est un livre de compte qui recense qui doit quoi à qui, et voilà. Et pour raccrocher avec ce que tu disais, donc dans la deuxième partie, ensuite, elle aborde les sujets de la naissance des banques, des systèmes proto-bancaires, les différentes façons qu'on a trouvées pour en fait pour pouvoir faciliter les transactions entre nous. Et elle évoque à la fin de cette deuxième partie, qui est un chapitre vraiment clé, dans le chapitre 8, où elle parle de l'invention du télégraphe, donc encore le prisme de la technologie, et en quoi en fait ce télégraphe a vraiment tout changé dans la monnaie, parce qu'on s'est retrouvé à un moment, donc à la fin du 19e, parce que le télégraphe, voilà, c'est ça, c'est une invention de 1840 à peu près, mais vraiment le développement, c'est à partir de 1860 où vraiment ça commence à se développer. Puis après, il y a la ligne télégraphique qui est établie entre Londres et puis les États-Unis d'Amérique. Et en fait, à partir de là, lorsque l'Empire britannique commerce avec les États-Unis, il se retrouve à tout d'un coup, il y a un gap, il y a une différence qui s'ouvre entre la vitesse de transaction. Voilà, je peux passer une commande auprès des États-Unis, l'Empire britannique va leur demander du coton, je sais pas quoi, et pour payer, en fait, il faudrait qu'ils envoient de l'or, mais en même temps, les États-Unis achètent aussi des marchandises à l'Empire britannique. Et donc, ça serait complètement inefficace, en fait, d'avoir l'or comme ça qui transite d'un continent à l'autre. Et donc, c'est cette différence de vitesse tout d'un coup entre, c'est ça, les transactions. Voilà, je vais faire un achat avec l'autre pays là-bas. Et le règlement en tant que tel, c'est-à-dire le règlement final d'envoyer l'or et qu'il soit bien réceptionné, et bien tout d'un coup on va trouver une solution en fait à ça. Ça va être en centralisant les échanges et en ayant en fait des registres qui soient tenus par les banques, hein, qui servent de système de compensation. Au lieu de s'échanger l'or, on va le faire sur les registres. Et c'est à partir de là que c'est la grande thèse du livre, que en fait la rupture monétaire qu'on vit aujourd'hui, elle trouve sa naissance dans cet événement, en fait, dans cette innovation technologique, quoi. D'accord. Ah, c'est vrai que c'est génial, en fait, de faire un peu cette historique et t'en as parlé en plus de la théorie monétaire de Lynn Alden, en fait, qui est une théorie monétaire qui va essayer de réconcilier ceux qui sont les défenseurs, en fait, de la monnaie marchandise et ceux qui sont les défenseurs d'une monnaie crédit, justement en unifiant ça avec la théorie de la monnaie registre. Donc, que ce soit de l'or ou de la monnaie papier, en fait, la monnaie est qu'un simple registre, en fait, de transaction, que ce soit géré par la rareté naturelle ou qu'il soit géré par l'homme, c'est dans les deux cas, ça reste la même chose. Je sais que j'en parlais récemment avec David Saintonge, donc lui Ouais. est très très calé sur l'histoire de la monnaie. Et justement, lui, il aime beaucoup cette théorie-là parce que justement, elle fait un peu le pont entre ce que pourrait dire un keynésien, un monétariste, un autrichien, et ça peut essayer de réconcilier tout le monde. C'est assez intéressant. Moi, je suis pas super, enfin, j'aime bien, mais c'est pas ça que
que je trouve super pertinent chez Lynn Alden. Moi, ce que j'aime surtout, en fait, avec elle, c'est qu'elle met bien en avant, en fait, la problématique qu'il y a entre justement enfin, quel est le rôle du temps et de l'espace, en fait, pour la monnaie. Et en effet, on se rend compte que quand la monnaie, la physicalité, en fait, de l'or en tant que monnaie ne peut plus suivre la vitesse de transmission de l'information, là, on a, en fait, un gros problème, c'est qu'on va passer du matériel à l'immatériel et ça va totalement révolutionner comment l'humain va échanger, parce que maintenant on va pouvoir échanger et là, en plus, on est durant quand tu parlais des télécommunications, on est durant la période la première mondialisation, hein. C'est là, on Mmh. va justement beaucoup échanger avec les États-Unis, avec l'Europe, de l'époque, enfin et justement, on a ce besoin d'avoir une méthode pour terminer les règlements Mmh. qui suivent en fait. Donc voilà, super, enfin une chose qui est géniale et ça c'est important parce que quand on en reparlera tout à l'heure, mais quand on parle de Bitcoin et tout, quand on parle par exemple d'autres monnaies dures comme l'or, Mmh. bah, c'est important en fait de souligner que ne serait-ce que par rapport à ça, donc avec la vitesse à laquelle l'information se diffuse aujourd'hui dans la société, retrouver en fait un étalon monétaire dur, naturel, tangible comme l'or, en fait, c'était pas possible à l'époque. C'est-à-dire que si l'or n'a pas réussi à suivre le télégraphe de l'époque, il ne réussira pas aujourd'hui à suivre le monde digital actuel. Donc ça, on y reviendra, mais en tout C'est cas, ça. c'est voilà, donc grosso modo, voilà, donc tu as bien étayé la thèse de Lynn Alden et justement, tu parlais tout à l'heure que moi, c'est ce genre de bouquin, j'aime bien, en fait, parce que, c'est des bouquins qui parlent pas forcément directement de Bitcoin et quand ils en parlent, c'est forcément à la fin. Tu vois, Mmh. moi, les bouquins sur Bitcoin, j'en ai très peu chez moi. Je crois que le seul que j'ai pu lire, c'est le Bitcoin Standard de OK. d'Amos. Les livres sur Bitcoin, j'aime pas, en fait. Je préfère lire des livres sur l'histoire monétaire, sur l'économie pour justement comprendre, en fait, le problème que vient solutionner Bitcoin C'est ça. et Lynn Alden, en fait, elle a cette bonne approche. C'est-à-dire qu'elle va partir du problème, elle va partir de l'histoire, de Ouais, l'économie, de ce qu'on sait, de ce qui a été fait et après en dernier lieu, tu as le Bitcoin qui arrive. c'est ça, parce que Bitcoin, en effet, lui, vient résoudre cette problématique, à laquelle l'or ne peut pas répondre. Parce qu'en fait, on va en parler. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était quand tu étais venu à ABC, tu étais venu à Anjou, en Angers. J'avais fait une petite présentation sur l'école autrichienne et en fait, j'avais pu parler un peu de Karl Menger parce que j'ai découvert Karl Menger via le livre de Lynn Alden. D'accord. Et en fait, j'adore parce qu'elle, moi, Karl Menger, juste rapidement, toi, t'en parleras beaucoup mieux que moi, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'une monnaie saine, c'est quoi finalement? Il y a quelques critères. Alors au final, c'est quelques critères qui sont donc la divisibilité, la fongibilité, le fait de pouvoir être la vérifiabilité. J'en oublie deux encore, mais tous ces critères mis ensemble, ça fait quoi? Ça fait que en fait, on a dans une monnaie marchandise, on a le bien qui est ce qu'on appelle le plus vendable ou le plus cessible. Ouais, c'est ça. Et en fait, avec le télégraphe, tout d'un coup, il y a un autre critère qui rentre. Voilà, tu l'as bien dit, c'est en fait, c'est la vitesse. Mmh. Et voilà, l'or, eh ben, pouvait pas rentrer en compétition avec en fait, il avait besoin d'être resté au coffre et puis qu'il y ait des registres qui disent, bah voilà, qui a tel or. Euh, et il y a des auteurs de l'époque, type Jevons, qui Mmh. avaient vu en fait Ouais. le problème. Et Lynn Alden en parle assez longuement en fait du livre de Jevons, Money and the Mechanism of Exchange, qui avait été traduit au début du XXe siècle. Et donc j'ai repris la traduction de l'époque pour la traduction qu'on trouve encore pour le mettre dans le livre. Et qui disait lui, mais c'est très très bien qu'on puisse en fait la centralisation là c'est naturel en fait du système monétaire, c'est très très bien parce que ça nous permet de commercer de manière beaucoup plus efficace. Par contre surtout, ça serait bien qu'on ne perde pas de vue que euh, que en fait on a des registres entre nous mais que derrière ils sont adossés à de l'or. Faut surtout pas perdre de Mmh. vue ça parce qu'il Ouais. y a vraiment un risque il y a de fragilité en fait là. Et il entrevoyait ça. Et c'est ce qui s'est ouvert en grand avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Mmh. Euh, et,
Et voilà, je sais plus ce qu'était ta question, mais, Non, mais c'était ça. non, mais c'était ça. Et c'est vrai que quand tu parles de William Stanley Jevons, ce qui est assez intéressant avec lui, c'est qu'en effet, il commençait déjà à sentir, donc, à l'époque où il a écrit son bouquin, je crois que c'est 1898, si je dis pas de bêtises. Ouais. En fait, il commençait déjà à pressentir à son époque-là que les substituts or qui étaient en circulation dans l'économie n'avaient pas leur équivalent dans les réserves de la banque. Ça. Alors, à l'époque en plus de la banque anglaise, la banque centrale anglaise, la banque de Londres, alors qui avait un nom spécial parce qu'en fait, c'était la place d'échange de l'or au niveau mondial. Et du coup, en fait, tout se passait à Londres. Et lui, forcément, économiste britannique, il était aux premières loges pour se poser ce genre de questions et se poser la question de la véritable réserve, en fait, de l'or dans les banques par rapport aux substituts qui sont en circulation. Et après, il faut aussi se remettre dans l'époque, hein. C'est vrai que l'Empire britannique de l'époque, hein, c'est ce fameux empire sur lequel le soleil se couche jamais. C'est-à-dire qu'il faut qu'un citoyen britannique qui soit en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Royaume-Uni puisse, avec le livre sterling, du coup, pouvoir échanger aux quatre coins du monde, tu vois. Et il peut pas le faire avec l'or physique, mais par contre, il pouvait le faire, du coup, avec les télécommunications et du coup, avec les substituts or en livre sterling. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que l'or, du coup, se heurte à sa propre physicalité, en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut plus suivre, hein, les transactions, la vitesse des transactions et leur règlement final. Je sais que Lynn Alden, je ne sais pas si elle en parle précisément dans le livre, mais je sais qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un problème que l'or a depuis, en fait, le Moyen-Âge, depuis même la Renaissance. C'est-à-dire qu'on a, depuis longtemps, en fait, inventé des substituts monétaires à l'or, sous la forme de monnaie papier, de contrats, de certificats de dépôt. Ouais. Et en fait, tant qu'on se baladait à cheval, on se disait: «Bon, on ne déplace plus l'or parce que c'est chiant, c'est lourd, c'est difficile à sécuriser». Par contre, on va quand même, voilà, ça le fait encore. Par contre, à partir du moment où on arrive à la fin du 19e et du coup, pendant les talons or international, là, ce boom d'innovation, là, du coup, on peut plus absolument suivre, quoi. Et ça, je pense que tu l'as super bien résumé. Si on avance un peu au XXe siècle, donc t'en parlais, 1914. Donc là, c'est la fin. Là, qu'est-ce qui se passe, du coup, en 1914? Et en 1914, on a un petit conflit qui démarre quand même, hein. Ouais, une petite bagarre, ouais, générale. Voilà, c'est ça, à laquelle donc Lynn, elle s'attarde surtout sur du point de vue britannique, donc l'Angleterre qui voyait l'Allemagne comme un rival quand même à cette époque. Donc l'empire britannique, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, voit à cette époque-là, ça, l'Allemagne prendre de plus en plus d'importance sur le continent européen. Il y avait aussi les États-Unis qui prenaient de l'importance, mais les États-Unis aussi dans une politique assez isolationniste encore à cette époque, donc c'était pas vu vraiment comme une menace en tant que telle, enfin en tout cas pas au même titre que l'Allemagne qui était vraiment un voisin. Et donc lorsque tout dégénère après l'assassinat de l'archiduc, c'est vrai que voilà, l'Empire britannique décide de rentrer et se pose en fait tout de suite la question du financement de ça, parce que c'est Ouais. voilà, donc il faut financer ça, et donc on appelle au patriotisme en fait des citoyens britanniques, des citoyens de la couronne, et il y a une anecdote qui est vraiment truculente, enfin qui est géniale même, parce que c'est une anecdote qui court sur 100 ans en fait. Donc le Financial Times et d'autres journaux donc on appelle à ça, à ce patriotisme, et qu'est-ce qu'on voit, c'est que le peuple britannique d'un seul homme répond et achète en masse les obligations de l'État britannique pour financer la guerre. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que c'est un fiasco. C'est un fiasco complet. Mais ça, c'est quelque chose que l'État ne peut pas dire, parce que d'un point de vue moral, ça aurait un effet catastrophique en fait sur ce début d'entrée en guerre. Dire, voilà, on a lancé une campagne pour financer et personne n'a répondu, ça serait terrible. Et donc en fait, il y a un stratagème qui est élaboré à cette époque. Et ce qui est hallucinant, c'est que ce stratagème, donc, il a été révélé que très récemment. C'était en 2017, il me semble. Donc des employés de la Banque centrale de la comment on l'appelle déjà, la Banque centrale d'Angleterre, ouais. La Banque d'Angleterre, ouais. La Banque d'Angleterre. Ouais. Et voilà, en regardant dans les archives, en fait, se rend compte que la Banque d'Angleterre a mis au point un stratagème à cette époque pour ne pas révéler que les obligations n'avaient pas été achetées, et en fait a financé elle-même ces obligations en créant de la monnaie ex nihilo.
Mmh. pour acheter ces obligations, donc voilà, avec aucune monnaie véritable derrière. C'était un simple jeu d'écriture comptable Mmh. pour pouvoir rentrer en guerre. Et ça a eu des conséquences par la suite, désastreuses en termes en termes d'inflation, sur toutes les années qui ont suivi. Mais voilà, et ça, c'est quelque chose c'est un secret qui a été gardé pendant 100 ans. Le Financial Times, d'ailleurs, suite à ça, a publié, donc je crois en 2017 aussi, un mea culpa. Enfin, vous pouvez le retrouver, d'ailleurs, le lien est dans le livre et vous pouvez le retrouver sur le site du Financial Times, disant, ah oui, donc il y a 100 ans, nous avions menti, mais c'était pour le bien, bien sûr. C'est pour le bien, oui, bien sûr. Pour vaincre durant la Grande Guerre, quoi. Ouais, c'est ça. Et Ouais. non, franchement, c'est important, en fait, de comprendre un peu aussi le mécanisme qui a mené à cette guerre-là et pourquoi, du coup, on a décidé d'un seul homme, en fait, de toutes les grandes puissances de mettre de côté l'État noir. D'un point de vue purement historique, faut aussi se rendre compte que la Première Guerre mondiale, c'est le premier conflit mondial, déjà, alors à l'échelle européenne, mais ensuite à l'échelle mondiale, depuis, en fait, les guerres napoléoniennes, qui se sont terminées en 1815. Et du coup, il y avait un peu cette guerre que tout le monde voulait se livrer parce qu'il y avait trop de compétition entre les puissances coloniales et tout, et d'un seul homme, ils ont tous décidé justement d'abandonner l'État noir qui leur permettait pas justement de se livrer à ce nouveau type de guerre, en fait, qui était la guerre totale. Parce qu'avant, quand on se faisait la guerre, que ce soit la guerre de Crimée qui était le dernier grand conflit, du coup, on était quand même limité par les finances de l'État, en fait. On pouvait pas faire la guerre au-delà de la trésorerie qui était disponible pour l'État. Et ce qui est important, et là, franchement, tu t'en parles bien, c'est justement pendant c'est une grande illusion, en fait, la fin de l'État noir en 1914, parce on pense aussi qu'il y a eu beaucoup d'acteurs économiques qui pensaient qu'une fois le conflit terminé, on allait revenir, en fait, à la Mmh. parité entre la monnaie nationale et l'État noir, comme ce qu'on a pu d'ailleurs voir historiquement parlant. C'est quand tu prends, d'un point de vue historique, hein, quand tu prends je parlais tout à l'heure des guerres napoléoniennes, il faut savoir que pendant la guerre napoléonienne entre 1800, c'est 1805 jusqu'à 1821, en fait, l'Angleterre avait décorrélé la livre sterling de l'or pour justement pouvoir financer l'effort de guerre contre Napoléon. Et après la fin du conflit, une fois que Napoléon a été dégagé, du coup, on est revenu à une parité, enfin, on a tenté de remettre avec succès, du coup, la parité entre la livre sterling et l'or. Ouais. Et on a eu la même chose aussi aux États-Unis pendant la guerre de sécession, où justement, pendant la guerre de sécession, donc jusqu'en 1865, on a introduit ce qu'on a appelé les greenbacks, hein, Ouais. donc en fait, qui était la monnaie non convertible en or. Et du coup, après, on est revenu justement à la convertibilité du dollar avec l'or en 1879. Donc en Ouais. fait, à chaque fois, quand on mettait en suspens la fenêtre de convertibilité, en fait, on y revenait. Et ça, mine de rien, c'est important parce que en 1914, on n'y est jamais revenu. Non, ouais, il y a eu des tentatives, mais en fait, c'était impossible. Le décalage était devenu trop grand, quoi. Exactement, ouais, totalement. Le décalage est devenu trop grand et pour vous donner juste un exemple, 1925, l'Angleterre tente de repéguer sa livre Ouais. sur l'or à la parité d'avant-guerre. Alors le problème, c'est que les réserves d'or, elles ont pas changé et par contre la masse monétaire anglaise, elle a été multipliée, je crois, par 3 depuis 1914. Donc du coup, forcément, ça ne correspondait plus à rien et du coup, ça a fortement pénalisé le pays. Donc au final, ils ont dit: «Bon, OK, on arrête». Oui, c'est ça, c'est ça. Ils étaient et même Mises d'ailleurs en parle de ça, de cette tentative. Elle était complètement, Elle est vouée à l'échec, en fait. Ouais, elle est acrobatique, fortement acrobatique. Et en fait, juste pourquoi je dis ça? Mmh. Parce que parce qu'en fait, une fois la guerre de 14-18 terminée, il y a un scénario qui se met en place, c'est que du coup, les monnaies de toutes les puissances occidentales, sauf les États-Unis, sont décorrélées de l'or, donc on arrête justement, ce peg. Il y a le marque, papier allemand, du coup, qui lui part en hyperinflation en Mmh. 1923, et on va arriver dans un nouveau système monétaire qui est celui de l'étalon change-or international, qui va durer jusqu'en 1971. Oui, c'est ça. Puis avec le système de Bretton Woods, après, qui est mis en place en 1944 et le système de Bretton Woods, Lynn l'explique très bien, et qui était voué à l'échec, en fait, dès le début aussi. Donc, elle explique très bien ce moment où il y a eu ce qu'on était à un carrefour à ce moment-là, hein. C'est vrai que l'Empire britannique déclinant, et il y avait Keynes qui l'a emporté, et en fait, en lui-même, ce système, il portait les germes déjà de son échec. C'était évident qu'on en allait arriver à la situation de 71. Tout simplement parce qu'il y avait pas, parce que la capacité des États-Unis à émettre des dollars, alors que c'était censé être adossé sur une quantité d'or, alors qu'ils pouvaient
en émettre plus. Enfin, c'était évident qu'à un moment, quelqu'un Aller arbitrer, ouais, c'est ça, bien sûr. exactement. C'est ce qui s'est passé à cocorico avec la France, bien entendu. Parce que forcément dans le système de l'époque où en gros, c'est pour vraiment que tout le monde comprenne, comment fonctionnait le système. Donc il y avait uniquement une seule, monnaie de réserve mondiale qui était adossée à l'or, c'était le dollar américain et toutes les autres monnaies étaient en fait adossées au dollar. Donc il y avait une sorte de pyramide d'adossement de monnaie à une monnaie jusqu'à l'or et au final, les Français, donc là à l'époque on est sous De Gaulle avec Jacques Rueff et cetera, donc des quand même des personnes qui avaient quand même deux neurones qui s'alignaient bien. En fait, ils ont très bien compris le problème, c'est que du coup, si le franc français est adossé à l'euro-dollar, hein, au dollar et qui lui-même adossé à l'or, bah rien n'empêche en fait d'échanger ses francs contre de l'or, hein, directement. C'est ce qu'a fait en fait la France, c'est qu'à chaque fois ils ont voulu échanger justement leur dollar adossé à du dollar contre l'or américain et du coup bah face à l'inévitable réalité des choses, bah Nixon. C'est ça, ouais. L'événement qui est bien connu, je pense, par tout le monde qui écoute là. Mais c'est vrai que donc on parle toujours du 15 août 71 comme d'une date, d'un moment où ça s'est produit. Parce qu'on aime bien comme ça avoir un moment pour marquer les choses. Mais en fait, c'était inévitable quelque part. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans le livre de Lynn. Elle dit souvent, en fait, les banques centrales quelque part étaient une inévitabilité du fait de cet écart de vitesse entre les transactions et les règlements dont on a longuement parlé. Et quelque part, c'était que la suite logique, tout ce qui s'est passé après. Et tant en fait qu'on n'avait pas une monnaie saine qui résolvait ce problème de vitesse. Eh bien, on était voué à vivre dans ce système de rupture monétaire qui en lui aussi porte les germes d'une décrépitude un peu de la société qu'on voit un peu tous les jours. Parce que en fait, les États sont naturellement et les politiques sont naturellement en fait incités à utiliser cette planche à billets qui repose sur rien et qui avec les effets pervers que cela entraîne. Donc ça, elle le développe vraiment grandement dans la partie 4. Il y a vraiment 5 chapitres superbes sur l'effet Cantillon, sur donc, toute cette problématique d'inégalité. Enfin, c'est pas le problème d'inégalité, mais c'est le problème d'un système qui est vicié pour une bonne partie de la population, quoi. Les problèmes de mécanismes des prix qui peuvent pas bien fonctionner lorsqu'on fonctionne pas sur une monnaie saine. Et en fait, Bitcoin arrive après, donc dans la 5e partie du livre, et arrive nous dans notre histoire. Et en fait, il referme quelque part cette problématique qu'on avait. Et il apporte cette solution, quoi. Ouais. Et je pense que c'est la bonne façon, je trouve. Et c'est pour ça que ce livre, j'avais vraiment à cœur de le traduire et de pouvoir qu'on puisse aussi le lire en France. Et je pense que c'est un gros succès ailleurs dans le monde parce que voilà, il parle vraiment très très bien dans les détails avec finesse du problème avant de parler de la solution, quoi. Exactement, ouais. Là où tu as raison avec tout ce que tu viens de dire, là, il y a Thomas Sowell qui l'avait très, très bien résumé, c'est qu'il y a 2 choses. Déjà, la première règle en économie, c'est la rareté, donc il y a pas suffisamment de biens pour satisfaire tous les besoins des individus et la première règle de l'économie politique, c'est d'ignorer la première règle de l'économie, en fait. C'est justement ignorer que la rareté fait partie de nos vies et en faisant de la pression monétaire, bah, c'est vivre dans l'illusion que c'est qu'un problème de monnaie et qu'il y a pas de rareté, en fait. Là, à partir du moment où on peut imprimer la monnaie, on peut imprimer le bonheur, quoi. Donc il y a ça et en fait, depuis 1971, on est en fait dans ce grand monde où il y a une grande décorrélation entre ce qu'on dans le monde rare dans lequel on vit et du coup, en fait, dans le monde monétaire qu'on met en place, quoi. Et en effet, que tu parles de l'effet Cantillon, donc c'est en effet une de ses conséquences, c'est cette nouvelle monnaie imprimée qui va d'abord bénéficier au premier bénéficiaire, tout simplement. Pour l'emprunter avant les autres, c'est-à-dire acheter des biens, des actions au prix encore antérieur du marché avant du coup que ces mêmes biens n'aient le temps d'augmenter de prix. Ouais. Et toute cette fenêtre un peu fiat qu'on vit depuis 1971, bah, du coup en fait elle a décorrélé voilà le l'humain du réel. Et ce qui est intéressant comme tu dis, c'est Bitcoin. Bitcoin revient en fait remettre un peu des bases saines en fait. C'est ça. Ouais. Donc on a la rareté monétaire et surtout si on si on fait un peu le résumé avec tout ce qu'on disait au début avec justement cette vitesse, hein, Bitcoin dans le monde actuel, c'est quasiment en fait, ça répond à tous les problèmes que l'or pouvait pas.
Bah, c'est ça exactement. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as cette monnaie qui, c'est Yves Choati, hein, qui a une bonne formule, hein. L'or, c'est du Bitcoin en moins bien. Et c'est vrai que voilà, donc avec le Bitcoin, tu retrouves ces qualités de fongibilité, de divisibilité, la vérifiabilité est largement meilleure que celle de l'or. La divisibilité est largement meilleure que celle de l'or. Et puis, bah, il y a en plus sur le nouveau critère que Menger, lui, ne voyait pas quand il avait dicté les critères d'une monnaie saine. Mais ce nouveau critère qui est devenu crucial par la suite, donc de vitesse, eh bien, Bitcoin, bien sûr, on le sait tous, qui résout ce problème. Tout d'un coup, on peut donc envoyer un actif qui n'est le passif de personne, puisque c'est ça la force de l'or. Et c'est ce en quoi il est complètement différent du système de monnaie fiat dans lequel on vit, où ce n'est que en fait tous les passifs tous les actifs sont les passifs d'autres, on a l'impression que c'est donc il y a tout un chapitre qui développe là-dessus. Pour ceux qui sont passionnés par la compta, c'est passionnant. Et sinon, il y a tous les tableaux comptables d'ailleurs, mais vous pouvez le passer cette partie, ça vous. Mais c'est intéressant en fait de voir toute cette mécanique et de se rendre compte qu'on est dans en fait dans un monde de dettes qui repose sur des dettes. Alors qu'en soi, non, l'or à la base c'est un actif qui n'est le passif de personne, et Bitcoin réintroduit ça, mais avec cette capacité de payer quelqu'un de l'autre côté du monde. Exactement. Voilà. C'est ça. Instantanément. Exactement. Tu peux échanger avec quelqu'un et du coup régler de manière instantanée la transaction. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, entre la vitesse de la transaction et la vitesse de règlement de la transaction. C'est quand vous payez des fois je prends juste un exemple, hein, vous payez en carte bancaire quelque chose, en monnaie fiat, hein. Sur le moment où la transaction elle est enregistrée, par contre, le règlement de la transaction, elle intervient entre les établissements bancaires que 2-3 jours plus tard, quoi. Alors que Bitcoin, on a justement la transaction et le règlement qui se passent l'un en même temps que l'autre, hein. Et ça, c'est révolutionnaire. Pendant les talons or, on n'avait pas ça, hein. Vous échangiez un substitut or, vous avez la transaction qui se passait, mais les règlements de la transaction, c'est-à-dire le transfert de propriété de l'or d'un établissement bancaire vers l'autre, d'un individu vers l'autre, lui pouvait prendre des fois des jours, des semaines, des mois, et pourrait même des fois jamais se passer parce que c'était juste chiant de prendre de l'or physique et le transférer à une autre banque, quoi. Et Bitcoin, du coup, lui, il va merger, enfin, vraiment fusionner ces transactions, ce règlement, et ça, c'est révolutionnaire. C'est ça. Et en plus de ça, donc Lynn, elle se pose aussi une question, tout le long du livre, puisque voilà, elle analyse tous ces systèmes monétaires, donc que ça soit, donc au début, elle parle des pierres de Yap, pour ceux qui connaissent, elle parle, voilà, du tabac, enfin tout ce qu'on a pu utiliser, donc jusqu'à la monnaie fiduciaire, comme on en a parlé. Mais à chaque fois, elle se pose la question, donc de qui contrôle le registre. Déjà, c'est une question récurrente dans le livre. Et en fait, la grosse différence entre Bitcoin, bien évidemment, et les monnaies fiat, c'est que les monnaies fiat, qui contrôlent le registre, c'est les banques, voilà, c'est les banques centrales. Enfin, c'est pas vous ou moi qui contrôlent le registre. Et donc, si les banques centrales décident de vous diluer ou de me diluer et qu'on a tous nos monnaies fiat, on est dilué, on n'a pas grand-chose à dire en fait. On n'a que à subir ça. Tandis que là, Bitcoin, en fait, je fais tourner un nœud, tu fais tourner un nœud. Quelque part, qui contrôle le registre, c'est les opérateurs de nœuds. C'est ça aussi la différence fondamentale. Exactement. On fait tourner les nœuds, on peut aussi auditer la blockchain, du coup, voir l'historique des transactions, ce qu'on peut pas voir, du coup, dans le système fiat actuel. Et du coup, on peut aussi avoir les preuves de réserve qui sont aussi, mine de rien, essentielles, quoi. Non, mais ça, franchement, on a brossé pas mal de sujets. Ce que je propose de faire maintenant, Bastien, parce que là, on parle depuis un peu plus d'une demi-heure là, sur vraiment Broken Money, le livre de Lyn Alden. Maintenant, j'ai envie qu'on parle en fait de rupture monétaire. Parce qu'en fait, de la traduction du livre, parce que comme tu disais, c'est un petit pavé quand même, hein, plus de 500 pages. Et c'est un livre qui est extrêmement technique parce que Lyn Alden, elle est analyste financière, donc elle connaît très très bien ça. Il y a beaucoup de graphes dans le livre, il y a un vocabulaire technique qui est utilisé. Le titre même du livre, ça a été, je pense, une tannée à trouver ça a été, ouais. Donc en fait, vu que toi, tu as participé à la traduction de ce livre, moi, j'ai envie qu'on parle voilà, maintenant un peu de toi, Bastien. Comment est-ce que tu as réceptionné l'œuvre originelle et comment, du coup, toi, comment tu l'as traduite en français, quoi? Quelles ont été les difficultés, les facilités, tout ça, quoi? Alors, moi, je viens pas du tout du monde de la finance. Par contre, j'ai conscience depuis longtemps. Je me dis depuis des années, enfin depuis des dizaines d'années, je me dis qu'il faudrait que si tu t'occupes pas d'économie, l'économie elle s'occupe de toi, et qu'en fait, il faudrait vraiment que je m'intéresse à la question. Et pour moi, le moment qui a été vraiment déclencheur, c'est mars 2020.
lorsque j'entends le lundi 24 mars 2020, donc c'était un enregistrement de la veille, j'entends le directeur de la fête de Minneapolis qui dit, donc c'était une interview sur 60 minutes, il me semble, où il dit voilà, on a une réserve infinie de monnaie à la réserve fédérale. On a une quantité infinie d'argent à la réserve fédérale. Pour moi, c'était vraiment un aimant déclencheur parce qu'on parlait de la rareté et tout d'un coup, enfin, c'est quelque chose peut-être je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose intuitivement, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche en fait dans cette phrase. Et c'est à partir de ce moment-là que je me mets véritablement à creuser. Alors, je me suis toujours un peu intéressé à la macro et à la géopolitique, mais à partir de ce moment-là, je me décide de vraiment creuser la macro et l'aspect monétaire. Et donc j'écoute tout ce que je peux écouter. J'écoute Richard de Grand-Angle à l'époque qui comprenait rien à Bitcoin à ce moment-là, mais qui avait des analyses macro qui étaient intéressantes. Et puis j'écoute surtout beaucoup de je vivais en Angleterre à l'époque, j'écoute beaucoup de contenu anglophone. Et je tombe assez rapidement sur Lyn Alden où en fait, voilà, il y a des on est dans un monde où on a énormément d'informations. Je pense qu'on a une chance. L'époque dans laquelle on vit, elle est formidable parce qu'on a quelque part, vraiment, si on regarde, je pense qu'on a quasiment le même niveau d'information que les grands décideurs de ce monde quelque part aujourd'hui. C'est vrai, ouais, tout à fait. Et par contre, tout le jeu, c'est de savoir faire le tri en fait là-dedans. C'est pas évident. Et pour moi, Lyn, ça a été assez rapidement. Je me suis dit, oula, elle, je comprends peut-être 10% aujourd'hui de ce qu'elle dit, mais il faut que je comprenne 15, il faut que je comprenne 20%, etc. Et ouais, toute l'année 2000, elle a fait énormément d'interventions. J'ai écouté plein d'autres, parce qu'il y a plein d'autres analystes macro qui sont passionnants. Mais voilà, donc Lyn Alden, après je me suis abonné à sa newsletter. En juillet 2020, elle fait un super papier pour expliquer pourquoi en fait elle devient très bullish sur Bitcoin et quel problème ça résout par rapport à l'impression monétaire qu'on voit. Elle fait un super papier en novembre 2020 qui était vraiment super parce qu'au même moment, on avait plein d'économistes, je pense par exemple en France à des gens comme Eureka qui expliquaient non mais vous savez en 2008, on a imprimé énormément de monnaie mais ça a pas déclenché d'inflation et là c'est pareil, ça déclenchera pas d'inflation. Et elle en fait, elle explique à ce moment-là très clairement en novembre 2020 l'erreur fondamentale que font les gens qui disent ça en fait, qui comprennent pas bon, je vais pas rentrer dans tous les détails pour le voir dans le livre, mais la différence en fait entre la monnaie de base et la monnaie au sens large. Et la crise de 2020 a été résolue d'une manière bien différente de celle de la crise de 2008. Très brièvement, voilà, la crise de 2008, en fait, les banques centrales sauvent les banques, donc augmentent la masse monétaire au sens large, mais cette monnaie se retrouve très peu dans l'économie. Les banques, en fait, sont très méfiantes encore à l'époque et elles octroient pas il n'y a pas un flux massif de crédit qui se répand. Tandis que en 2020, on est vraiment là où il y a des chèques qui sont distribués directement aux gens. Donc en fait, cet argent se retrouve dans l'économie alors qu'il n'y a pas une hausse de la quantité de biens et de services. Et donc en fait, pour moi, tu vois, je creuse ces sujets-là et pour moi, Lyn est quelqu'un qui apporte vraiment un éclairage fin et toujours dans la nuance. Je trouve que c'est ça qui est bien. Parce que tu peux avoir des gens qui sont très caricaturaux. Parce que c'est très caricatural de dire... tu sais, l'histoire d'impression monétaire, tu peux avoir des économistes calés qui vont te dire t'es dans la caricature, t'es un complotiste. Alors qu'en fait, il faut savoir rentrer dans la nuance, tu sais, pourquoi, toi, détricoter, quelle est la part que ce mec-là dit de vrai, Ouais. et voilà, tout ça, pour essayer d'aller dans le fond des choses. Et donc, pour moi, Lyn, elle faisait ce travail et je trouvais que c'était vraiment génial ce qu'elle faisait. Et donc, quand elle annonce la sortie de son livre, pour moi, c'est une évidence qu'il faut que je passe un maximum de temps à bien comprendre. Donc, je me mets sur la traduction, bien que n'ayant pas le background, mais moi, en me disant, je vais passer un maximum de temps pour... en fait, c'était un truc que je faisais pour moi. Mais après, en me disant, tu sais, c'est comme quand tu fais de la pédagogie, que tu veux expliquer aux gens, que tu fais un meet-up, tu fais une présentation. Ouais. Quand tu fais ça, tu sais qu'en fait, toi, généralement, tu vas passer à un level quelque part dans ta compréhension du sujet quand tu dois l'expliquer aux autres. Okay. Donc, c'était là un peu la motivation. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé ça fin 2023, mais c'est un projet qui a été, qui était long parce que comme tu dis, c'est un pavé.
Donc après, il y a eu plein de gens qui sont venus m'aider à faire la relecture. Donc je pense qu'il y a Jean-Charles Galli qui m'a aidé, il y a Jean-Louis Ménoré qui m'a aidé, prof du stream m'a aidé sur un chapitre aussi. Jacques Edouard m'a également aidé sur un chapitre. Enfin, c'était génial parce en fait, c'est un livre qui parle tellement dans la communauté des bitcoiners et les gens, elle est quand même très suivie, Lynn Alden, qu'il y a beaucoup de gens qui avaient envie de participer à la relecture. Et puis après, donc là, ça a permis en fait à la traduction de passer un level. Faut voir aussi que sur toute cette année-là, 2024, donc je me suis servi beaucoup d'IA pour faire le travail, mais l'IA de fin 2023 et l'IA de fin 2024, c'est pas ça la n'a même. rien à voir. C'est pas la C'est même. pas la même, quoi. Et puis après, j'ai eu quelqu'un de beaucoup mieux que l'IA ensuite pour m'aider vraiment pour la finalisation, où ça a été vraiment un plaisir et ça m'a affiné ma compréhension de travailler avec lui. C'est Ludovic Lars. C'était vraiment génial. Parce qu'il y a des trucs où, en fait, il y a des petits trucs, tu sais, où tu peux faire des contresens. Tu disais que le livre, tu sais, parce que le livre, il se veut quelque part académique. Il y a 450 références aussi dans le livre. Ouais. Et il se veut, mais il se veut pas technique, en fait. C'est-à-dire qu'il est vraiment, compréhensible par tous. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans la traduction, c'est de garder ça. Et ce qu'il faut pour faire ça, c'est vrai que c'est l'importance d'employer le bon mot. Alors, j'espère qu'on a fait ça tout le temps. En tout cas, je pense m'être entouré des personnes qu'il fallait pour le faire. Et voilà, en tout cas, c'est cool de l'avoir là en physique devant moi là. C'est la première fois que je le vois là. Ah oui, bah Physique, oui, non, ouais. franchement, il est beau et l'image sur la couverture, elle est vraiment super belle. C'est uniquement pour l'édition française ou je crois que... Alors, je crois que la version espagnole a repris la même Oui, image et donc ouais, Edouard a fait a trouvé vraiment un en bleu, super je crois. graphiste là pour faire. Ouais, tout à fait. Ils ont pris en bleu. Ouais, c'est ça. Trouvé un super graphiste pour faire ça. Ouais, et merci à Edouard de Consensus pour la confiance qu'il m'a donnée pour pouvoir mener le projet. Là, ça, c'était vraiment bien. Et ouais, il y a une pluie là de traduction du livre. Il y a eu donc Consensus Network qui ont les droits pour traduire dans plein de langues différentes. Donc il y a la version espagnole qui sort, il y a la version allemande qui est sortie récemment, finnoise, tchèque, et j'en oublie plein parce qu'il y en a, je sais plus, une quinzaine ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand tu vois les livres sur le sujet qui sont traduits par Consensus, le nombre de langues qui sont représentées. Des fois, tu as des langues des fois qui sont un peu... Je sais que quand il y a un bouquin comme ça qui sort, là, ça a été le cas récemment avec le dernier de Nick Bhatia, la première traduction qui a été réalisée, c'était en mongol. Et Lynn Alden aussi. C'est vrai? C'est peut-être Oh la là même là. personne, va savoir. Ah, c'est génial. Et donc, il y a un gars en Mongolie qui est vraiment déter, quoi. Dès que le livre il sort, il est traduit dans la semaine, quoi. C'est super, c'est vraiment génial, quoi. Et justement, alors parlons un peu de Consensus, parce que c'est vrai que donc Edouard de Consensus, qui est là au BEF d'ailleurs, on va voir si je l'interviewe en fin de journée. Et du coup, bah, le travail qu'ils font eux, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment voilà, en plus, voilà, de rassembler en fait des personnes de bonne volonté qui veulent justement s'investir dans la traduction de bouquins anglophones par exemple en français. Ouais. Et je sais que j'avais alors très très brièvement, puis après j'avais lâché le projet parce que c'est toujours pareil, hein, j'ai pas, enfin tout est une question de temps. J'avais commencé à participer à la traduction du principe d'économie de Saïd Namous, hein, et c'est assez intéressant. Et franchement, j'invite tout le monde qui veut tenter l'expérience de participer à la traduction d'un ouvrage à le faire, parce que c'est assez intéressant de la manière dont ça se passe. Enfin, moi, le souvenir que j'en avais, c'était donc le livre est séparé en fait en chapitres. Chaque chapitre doit à son traducteur, son équipe de traduction qui essaie de traduire, etc. Donc il y a les traductions qui sont proposées avec Google Traduction, après qu'il faut retravailler. Enfin, il y a en plus on peut couper avec les différentes IA et tout. Et après, du coup, il y a forcément en dernier lieu la main humaine qui vient justement parfaire la traduction, essayer de trouver la bonne tournure de phrase, la bonne traduction, parce que même des fois quand tu passes par l'IA, enfin, c'est assez Ouais. c'est assez particulier, quoi. Ouais, nous, alors, c'est même pas comme ça là c'est vrai qu'on a. Enfin, moi sur le bouquin, il y a eu au moins 4 versions. Parce qu'il y a eu une première version donc Edouard m'avait envoyé où eux ils avaient tout passé donc sur le chat GPT. Je crois que c'était le chat GPT 3.5 à l'époque, je sais plus. Et où moi j'étais repassé derrière avec aussi il y avait possibilité de développer un peu ses propres déjà sur ChatGPT
ChatGPT à l'époque, on pouvait avoir un peu ses propres GPT si tu lui donnais un peu tu lui donnais un peu de matière. Donc j'avais donné un peu de matière de livre éco Mmh. financier Ah en d'accord. français exactement Ouais. pour que lui rejuge la première traduction existante. Ah yes. Moi là-dessus, donc j'avais fait un peu essayer de trouver la meilleure tournure. Après il y a eu l'équipe de relecture. Après l'IA s'était encore améliorée, donc j'étais repassé Mmh. avec c'est la version 4 peut-être, je sais plus. Repassé dessus et où je voyais il pondait des meilleures choses. Ludovic pondait après encore de bien meilleures choses et voilà, enfin tout ça en fait, c'est-à-dire que vraiment l'IA et je pense que là on voit avec ce que peut faire ChatGPT 3 tout le 3 août là, ça travaille beaucoup plus vite. Il faut toujours le regard humain derrière parce qu'après tu veux garder une cohérence. Il faut toujours faire gaffe parce que des fois il peut quand même dire des conneries. Mais c'est vrai que je pense que là, consensus, ils vont rentrer dans une nouvelle phase avec parce qu'on en sera où de l'IA pour traduire d'une langue à l'autre dans 6 mois. Je pense encore beaucoup mieux que maintenant. Donc ils vont peut-être rentrer dans une phase possible d'accélération. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'ils non, ils font un travail qui est super où on voit des livres. Moi, il y a un livre qui a été essentiel en 2020, c'est le livre de Jeff Booth pour moi. C'est Ouais. The Price of Tomorrow et Le prix de demain, ouais. ouais, c'est ça, ouais, qui est traduit là en français. C'est super d'avoir ces livres-là parce que c'est vrai qu'on était encore. Il y a de plus en plus de contenu en français. Des gens comme toi là qui font des podcasts, c'est super, mais on voit bien que l'écart entre le nombre de contenus en anglais, le nombre de contenus Mmh. en français est gigantissime et donc d'avoir Édouard de Consensus qui passe du temps à essayer voilà, d'alimenter un peu ces choses qui peut-être seront l'inspiration après d'autres pour des livres en français, je pense. Ouais. Pour d'autres livres derrière. Parce que Lynn, voilà, elle se repose sur plein de livres. Elle a son regard unique. Mmh. Mais c'est vrai que c'est quand tu ponds un livre comme ça, tu sais, tu te reposes, tu grimpes sur les épaules des autres, tu sais comment on dit. Ouais, c'est ça, ouais, tu te reposes énormément sur les personnes qui t'ont précédé, que tu capitalises sur Ouais. sur ce que leur capital culturel et informationnel qu'ils te lèguent, quoi. C'est d'ailleurs, je crois que, Lynn Alden, elle a, pour l'avoir entendu parler justement de son bouquin, je crois qu'elle regrettait quand même une chose par rapport à ce livre, c'est justement qu'il a été un peu trop long parce qu'elle voulait vraiment brosser le sujet, un peu de large, enfin large en travers, tu vois? Et elle disait: «Ouais, peut-être, ouais, 500 pages, peut-être un peu beaucoup et tout», et je crois qu'elle a un nouveau projet de bouquin, si je dis pas de bêtises, Ouais, elle a un plus projet de bouquin de court, mais fiction, mais bon, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'en fait, il y a aucun des paragraphes du livre qui est superflu, ce qu'elle disait et ouais, ouais. je trouve exactement pareil. En fait, tout est là à sa place. Elle a un projet de bouquin, ouais, de bouquin de fiction. En tout cas, elle est pas dans une optique, elle, tu vois, sortir un bouquin pour sortir un bouquin. Ouais. Ce qu'elle dit, c'est que donc elle avait écrit elle pendant longtemps donc sur son blog, elle a commencé à écrire sur le sujet de la finance à partir des années 2010. Elle a vendu un premier blog, je sais plus en 2015 parce que ça marchait bien. Après donc elle a commencé après sa newsletter avec un énorme succès. C'est ça qui lui a permis après d'arrêter parce qu'elle était en même temps donc son boulot à temps plein, c'était ingénieur dans l'aviation, elle. Mmh, c'est ça, Ingénieure ouais, système, elle ouais, ouais, analyse les systèmes un peu avec un point de vue un peu global. tout à fait, ouais. Et ouais, donc sa newsletter a explosé et qu'en 2020, donc elle se consacre après uniquement à ça. Et pour elle, en fait, tout d'un coup, le livre lui est apparu quelque part. C'est comme ça qu'elle dit. Donc elle est pas là pour écrire un livre, Mais là, c'est vrai qu'elle réfléchit apparemment à quelque chose, donc pas du tout pareil, à un livre de science-fiction. Peut-être avec l'idée que c'est une autre façon aussi je sais pas si elle va parler de Bitcoin, j'imagine. Parce que comme c'est quand même, elle passe l'essentiel de son temps dans Bitcoin. Ouais. Et donc peut-être avec l'idée qu'il y a aussi, pour parler de Bitcoin, il n'y a pas que, donc là, un livre vraiment sur la monnaie et ses aspects techniques et technologiques, mais qu'il y a aussi des histoires à raconter, quoi. Ouais, totalement, ouais. Totalement. C'est vrai que c'est super intéressant déjà la chance d'avoir déjà dans la communauté de Bitcoin, mondiale des personnes comme Lyn Alden justement qui sont très techniques, qui apportent un regard très, très particulier, qui justement, fournissent quand même un travail assez hallucinant, donc des belles voix pour Bitcoin et après d'avoir, comme ça des relais nationaux qui reprennent ce travail dantesque, ils traduisent dans les langues, quoi. Une dernière chose moi que j'aimais bien, parce que je sais que j'en avais entendu parler pendant la traduction du bouquin, c'est le titre, hein.
Oui. Comment est-ce que tu traduis Broken Money en français? Ouais. Raconte-nous tout. Bah ouais, bah c'est pas évident parce qu'il y a tellement de le titre en lui, il porte tellement de choses dans la version anglaise que les Allemands, ils ont carrément abandonné. Ils ont dit, on va l'appeler Broken Money. Et nous, en France, je pense qu'on n'a pas la même, on n'a pas les mêmes cultures. On est un peu plus attachés. Voilà. Je pense que c'était important de pas mettre un titre anglais sur ce livre-là et de le traduire. Mais voilà, traduire argent cassé, c'est pauvre. Ah, oui. Ouais, parce qu'il y a eu j'ai lancé des sondages sur Twitter plusieurs fois. J'ai eu des centaines de propositions, Ouais. des moments où je voulais partir sur des choses et puis pour moi c'était important de garder ce côté un peu deux mots, tu vois, Broken Money, de pas partir dans des trucs trop longs, tu vois, l'argent défaillant, c'est pas pareil, c'est pauvre par rapport à parce que le Broken Money, il y a en même temps dans le titre, on comprend l'aspect technologique et en fait le regard d'ingénieur que porte Lynn sur les choses. Ouais, d'accord, L'aspect ouais. broken, en fait, t'as ça. Ouais. C'est ça exactement. Et donc c'était plus compliqué à retranscrire. Il y a eu un moment, il y a eu un titre, c'est Jean-Louis qui avait proposé, donc qui a aidé à la traduction, qui a aidé beaucoup sur la partie 4 lui notamment, mais aussi la partie 2. Donc il avait proposé que j'aimais beaucoup, c'était fracture monétaire. Donc ça remplissait ce truc de deux mots. Le côté fracture, il y avait ce côté aussi analyse un peu clinique, un peu médicale, parce que un peu clinique froid. Parce que Lynn Alden a un peu ce regard-là ça, on a l'impression d'être face à un médecin qui regarde un corps et qui tout simplement le dissèque en fait. Ouais. Et voilà, tiens, là ça fonctionne comme ça connecte ici, il se passe ci, etc. Et c'est ça que voilà, fracture, et tiens, il y a un peu ce champ lexical là, de la médecine, ça peut être intéressant, mais en même temps, c'est tellement pas naturel. Fracture monétaire. Quand je le testais avec des gens, on me regardait un peu de travers, je dis moi j'aime bien, mais bon, ça avait pas l'air de marcher. Et puis dernier moment, et c'est grâce à Alexandre Sachenko a écrit la préface du livre. Et en fait, dans la préface, il parle de cette époque qu'on vit en ce moment, qui est une époque charnière et une époque de rupture. Et en fait, le mot rupture, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et puis en fait, j'envoie un message à Alexandre. J'avais une idée de titre et il me répond non, c'est nul. Et il me propose un titre à rallonge qui était dans le coup à rallonge, donc ça me plaisait pas, mais il y avait encore le mot rupture. Et je dis en fait, rupture monétaire, c'est pas mal. Et donc Ludovic validé. Alors, il était pas super enthousiaste parce qu'il y a toujours ceux qui se disent, ouais, mais Broken Money, ça en claque quand même beaucoup plus. Ouais. Oui, mais bon, il y a un moment, faut traduire, faut choisir. Donc, on s'est arrêté là-dessus. Et puis, moi, sans regret, en tout cas, je suis content du titre. Mais on verra ce que les gens en disent. J'ai l'impression que, voilà. Ouais, franchement, tu vois, moi, c'est vrai que la première fois, j'avais entendu parler du livre de Lynn Alden, et quand je commençais à entendre parler justement des débats, des discussions par rapport au titre du livre, moi, dans ma tête, c'était par exemple monnaie défaillante. Bon, c'est pas super joli, mais ça serait un peu la manière la plus bête et simple, en fait, de traduire ça mot à mot, quoi. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie de ces expressions anglaises qui sont très facilement compréhensibles et très imagées d'ailleurs en langue anglaise. On a toujours du mal en fait à transposer en français parce qu'on est sur des langues, enfin, c'est différent, quoi. En tout cas, rupture monétaire, tu retrouves ce côté un peu broken, ce côté cassé, ce côté clean et net. Et en effet, t'as le côté rupture dans rupture d'époque, changement en effet charnière. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde comprend, qu'on est dans un moment de rupture. Donc, tout à fait. Ouais. Donc c'était pas mal pour ça. Super. Écoute Bastien, génial. Alors, une petite dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre pour ceux qui seraient intéressés pour l'acheter et le lire? Ouais. Alors sur le site de Consensus, sur Amazon, il va être disponible là aussi, et puis dans toutes les bonnes librairies. Mais ça, surtout voilà, le site de Consensus et Amazon. Voilà, ok. Donc Consensus et Amazon, et peut-être certaines librairies qui pourraient l'avoir. Peut-être le Bitcoin Bazaar, pour ceux qui sont à Paris. Voilà. Tout à fait. Et dans les meet-up aussi, il faut qu'on organise, voir s'il y a des meet-up. Certains meet-up ont les livres de Consensus, et donc il y a une cinquantaine de meet-up en France. Peut-être que quelques-uns aussi pourront l'avoir à la vente. Il faut qu'on en parle d'ailleurs avec Edouard. Voilà, totalement. Donc Amazon, Consensus, et directement aussi sur le site de Bitcoin Bazaar pour retrouver ce super livre et cette super traduction. En tout cas, Bastien, un grand merci à toi pour cet épisode.
Merci Ulrich, toujours un plaisir de te voir et d'être là. Merci. Voilà, je te dis à plus, hein. Salut. Salut.